Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à nouveau rejoints aujourd'hui par Warwick Powell, professeur adjoint et senior fellow à l'Institut Taihe. Donc bienvenue de retour dans l'émission. Ravi de vous retrouver, Glenn. Vous êtes donc un expert des technologies numériques en Chine et plus généralement de l'économie numérique. Vous avez également écrit un livre sur la Chine, la confiance et les chaînes d'approvisionnement numérique, et je mettrai un lien vers ce livre dans la description. Mais avant d'aborder la blockchain et la finance numérique, je me demandais, de façon plus générale, comment pouvons-nous comprendre l'économie numérique chinoise? Car, pendant longtemps, les discussions sur la Chine portaient sur le fait que la Chine rattrapait son retard. Mais il semble que nous ayons dépassé ce stade depuis un certain temps. Oui, écoutez, c'est une excellente question, Glenn. Et à bien des égards, la montée en puissance de la Chine, selon moi, a commencé il y a plus de 10 ans, lorsque nous avons vu émerger des innovations dans les paiements numériques, en particulier dans les environnements WeChat et Alibaba, qui ont introduit de nouvelles façons pour les particuliers et les entreprises d'interagir en matière de paiement. Et au final, ont intégré les paiements dans des écosystèmes d'information numérique plus larges. Donc, vous savez, l'idée de la super application, je suppose, a marqué le début des aspects les plus visibles de la révolution numérique chinoise. Depuis, la Chine s'est vraiment concentrée sur ce que l'on pourrait probablement appeler une approche full stack pour aborder cette question de la numérisation. Et cela a été poursuivi en grande partie en raison de la reconnaissance que les systèmes numériques visent essentiellement à permettre au système économique dans son ensemble de fonctionner avec moins de friction. La façon dont de nombreux décideurs politiques en Chine conçoivent l'économie chinoise repose sur des métaphores de flux et d'eau, et sur ces idées de mouvement. Un corollaire de cela est l'utilisation de notions de blocage, qu'il s'agisse de goulets d'étranglement ou d'autres types d'obstacles dans le système. L'information est considérée comme l'un de ces domaines essentiels pour permettre aux autres parties du système économique de circuler sans heurts. Et il est donc nécessaire de s'attaquer au blocage dans le réseau d'information. Ainsi, l'approche full stack commence véritablement au niveau fondamental de l'infrastructure numérique. Iwat Sul with the teptaste is a smets and swearing. En ce qui concerne le stockage, cela fait maintenant plus d'une décennie que de grands projets à grande échelle ont vu le jour, notamment des centres de données développés, en particulier dans l'ouest de la Chine, où ils sont plus proches de sources d'énergie bon marché, principalement renouvelables, qu'il s'agisse de l'hydroélectricité, du solaire ou de l'éolien. La transmission, bien sûr, est le domaine où beaucoup reconnaissent le leadership de la Chine, notamment dans le développement des capacités des réseaux mobiles. D'abord avec la 5G, puis la 5.5G et les travaux actuellement menés sur les communications 6G. Ensuite, une fois que le stockage et la transmission sont maîtrisés, des efforts soutenus ont été déployés pour la collecte de données, en particulier grâce à l'utilisation de capteurs et de dispositifs similaires pour soutenir les applications industrielles, que ce soit dans le cadre d'initiatives visant à revitaliser l'agriculture grâce à des innovations agritech ou à terme pour permettre d'améliorer l'efficacité des transports, de la logistique et de la production elle-même. Il s'agit donc d'une approche à large spectre, vraiment, qui a pris près de 15 ans à mettre en place. Maintenant, cela signifie aussi, je pense, Glenn, que beaucoup de gens soutiennent alors que la Chine n'est peut-être pas le leader dans certaines technologies. Et ce n'est peut-être pas le cas. Ce sur quoi la Chine a vraiment travaillé dur, c'est sur la manière de devenir une société technologique.
Elle n'a donc pas nécessairement besoin d'être en tête dans chaque domaine technologique en soi, même si, évidemment, elle s'efforce d'améliorer ce qu'elle fait autant que possible. Mais ce qu'elle cherche à faire, c'est d'intégrer rapidement les technologies dans la société et les processus économiques afin de tirer parti des avantages qu'elles apportent. Et je pense qu'une façon utile de penser la Chine et la technologie, c'est à travers de la Chine Dengue. Eh bien, l'économie numérique de la Chine est désormais devenue une composante de plus en plus importante de son PIB. Je me demandais comment cela, je suppose, réorganise l'économie chinoise, mais aussi, quel est le plan pour s'appuyer sur cette dynamique? Parce qu'il semble que le contrôle des chaînes d'approvisionnement, de la base au sommet, soit un élément clé de cette sécurité économique. Oui, voyez-vous, l'idée des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur industrielles est redevenue tout à fait centrale dans la manière dont la politique publique est conçue, tant du point de vue de la circulation intérieure que de la façon dont le système économique chinois interagit avec le reste du monde. Et encore une fois, c'est là que l'information est reconnue comme étant au cœur du fonctionnement de tout cela. Si l'on considère un système économique comme impliquant la production de biens et de services, et leur échange, leur déplacement à travers une chaîne d'approvisionnement physique, pour ainsi dire, d'un côté, et dans l'autre sens, le mouvement des paiements. Ainsi, les biens circulent dans une direction, pour ainsi dire, et l'argent circule dans l'autre direction. Ce qui relie ces éléments, c'est en réalité l'information. Et c'est l'infrastructure numérique qui permet à cette composante informationnelle de fonctionner de manière fluide et presque invisible, afin que les marchandises puissent circuler rapidement. Mais en permettant aux marchandises de circuler rapidement, nous permettons également aux paiements de circuler rapidement. Il existe toute une série d'avantages économiques et financiers pour l'ensemble du système. D'un point de vue macroéconomique, cela réduit ce qu'on appelle le capital de roulement dormant, autrement dit, le capital financier qui reste immobilisé dans la chaîne d'approvisionnement, en attente d'une autorisation de paiement d'une part, et cela peut aussi potentiellement augmenter la circulation de l'argent au sein du système économique. C'est une proposition assez novatrice, car l'économie traditionnelle part du principe que la vitesse de circulation de la monnaie est un paramètre donné et qu'elle ne change pas. Certaines recherches récentes suggèrent que la numérisation des paiements en Chine a entraîné quelques améliorations modestes dans la circulation d'un stock de monnaie donnée. Nous parlons donc aussi du taux de circulation d'un stock de monnaie donnée à travers le système économique. Ce que cela implique, même si tout cela peut sembler un peu ennuyeux, c'est que cela touche au cœur de la gestion de trésorerie des entreprises. Et grâce à une meilleure gestion de trésorerie, cela réduit également les coûts du fonds de roulement pour les entreprises. Ainsi, les entreprises ont besoin de moins de fonds de roulement pour exercer leurs activités. Elles paient donc moins de frais d'intérêt grâce à cela. Et ils font en sorte que leur capital disponible travaille beaucoup plus dur et plus rapidement. De sorte qu'au cours d'une période de, disons, 12 mois, un certain montant de fonds de roulement, avec lequel le système commence le premier jour, peut circuler dans le système économique plus de fois qu'auparavant. Cela conduit réellement à une certaine forme d'efficacité du capital qui n'apparaît pas dans certaines mesures traditionnelles, mais qui se manifeste clairement dans la façon dont les entreprises économiques augmentent leur volume de production, acheminent rapidement les produits vers les consommateurs finaux et accélèrent la circulation de la machine économique. Cela produit, à mon avis, les résultats que nous commençons à observer, à savoir des coûts plus bas, des volumes plus élevés
une productivité accrue et par conséquent, une amélioration du niveau de vie des citoyens chinois, ainsi que des opportunités pour les marchés mondiaux de bénéficier d'une production à grand volume et à faible coût. La montée en puissance de tout cela, cela a toujours semblé être l'un des grands avantages compétitifs de la Chine. Avoir un contrôle adéquat sur les chaînes d'approvisionnement et bien sûr les rendre efficaces. Mais un sujet qui revient souvent est l'argument selon lequel il y a un contrôle étatique en Chine. Parfois cela est exagéré, mais on supposait donc que l'économie était moins efficace, moins dynamique, en raison d'un contrôle gouvernemental trop important. Encore une fois, c'est un problème courant en économie. Cependant, on constate qu'en Chine, comparé à des pays comme l'Inde, il y a souvent plus de compétitivité entre les différentes régions. Comment expliquez-vous ce dynamisme économique? Comment parviennent-ils à organiser cela? Écoutez, le secteur public ou le secteur étatique joue effectivement un rôle important dans l'ensemble du système économique. Tout d'abord, bien sûr, la plupart des gens savent que les entreprises publiques sont les acteurs dominants dans certains secteurs stratégiques, que ce soit la sidérurgie ou les activités industrielles lourdes. Ce qui est probablement moins souvent commenté, c'est le fait que la finance elle-même est majoritairement détenue par l'État. Ce qui signifie que l'allocation de nouveaux capitaux, la création de crédits, qu'ils soient industriels ou commerciaux, est guidée par des impératifs politiques plutôt que par les cadres de rentabilité à court terme que les banques commerciales privées pourraient privilégier. Ainsi, le secteur public joue un rôle important à ces deux égards principaux. Mais la Chine elle-même est un système économique qui se caractérise en réalité par une décentralisation significative de l'activité, puisque la responsabilité de la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques nationales est déléguée aux régions, des provinces jusqu'aux villes, puis finalement aux comtés et aux villages. Ainsi, à ce niveau, la Chine est un pays incroyablement distribué, un organisme même. De nombreuses décisions sont prises localement quant à la manière précise dont elles atteindront les objectifs macroéconomiques fixés au niveau national. Et certains ont parlé de l'économie des mers, n'est-ce pas? De l'importance des villes, non seulement comme point d'ancrage administratif, mais aussi comme point de coordination essentiel au sein du système économique. L'autre aspect du marché chinois dans son ensemble, c'est qu'il est aussi incroyablement concurrentiel. La concurrence féroce qui existe au niveau national traverse l'ensemble du tissu économique, des véhicules électriques à la fabrication de batteries, jusqu'au marché de fruits et légumes. Ainsi, tout le système économique est extrêmement compétitif, où les consommateurs chinois, qu'il s'agisse d'acheteurs professionnels, d'entreprises ou de ménages, refusent de se laisser exploiter et négocient des accords extrêmement serrés avec la chaîne d'approvisionnement. On se retrouve donc avec des systèmes incroyablement efficaces et intensément compétitifs qui poussent les entreprises à adopter certains comportements, Glenn. Une réaction évidente face à une pression énorme sur les entreprises, alors que les prix sont négociés au strict minimum et que ces entreprises chercheront à réduire leurs coûts. Et ils le feront de plusieurs façons, parfois de bonnes manières et parfois de mauvaises. Les mauvaises manières sont celles qui, à terme, nuisent à l'entreprise parce qu'elles en ont réduit les capacités. Par exemple, ils ont diminué la maintenance, ce qui entraîne des problèmes ultérieurs. Mais les bonnes mesures de réduction des coûts sont les investissements réalisés dans de nouvelles technologies et de nouveaux processus de travail. Ainsi, l'automatisation devient une réponse à la pression énorme exercée sur les prix et les revenus, ou plus précisément sur les marges. Par ailleurs,
Je pense que nous verrons, dans certains de ces secteurs, des processus de consolidation, car les petites entreprises, en particulier, seront absorbées par les plus grandes. Et je pense que dans les 2 à 5 prochaines années, on verra beaucoup de cela dans certains des secteurs de pointe qui ont émergé au cours des 5 à 10 dernières années. L'ampleur de la Chine et la rapidité avec laquelle elle agit entraînent généralement une incroyable effervescence dans le développement des capacités, qui se rationalise ensuite un peu plus tard, et le cycle a tendance à se répéter. L'autre chose, bien sûr, que font les entreprises, et nous l'observons aussi dans l'environnement concurrentiel, c'est d'investir dans de nouveaux produits qui peuvent leur offrir une fenêtre temporaire d'avantage concurrentiel, leur permettant de pratiquer des prix qui leur assurent des profits supérieurs à la moyenne. Et nous voyons émerger ce cycle incroyable de développement de nouveaux produits. Les véhicules électriques en sont un excellent exemple, où la concurrence ne se fait pas seulement sur les prix, mais aussi sur les nouveaux modèles et les nouvelles fonctionnalités qui sortent en permanence. Dans le secteur chinois des véhicules électriques, les cycles de lancement de nouveaux modèles sont incroyablement courts, moins d'1 an dans certains cas, avec de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités qui sont proposées, alors que dans l'industrie automobile plus traditionnelle, le renouvellement des modèles se fait en réalité sur un cycle de 3 ou 4 ans. Ce sont donc là des caractéristiques du système économique chinois. Mais, à mesure que l'économie chinoise se développe avec beaucoup de succès, de nombreux pays aimeraient reproduire ce modèle. Il est intéressant de constater que la Chine est souvent présentée comme un exemple à suivre pour de nombreux pays lorsqu'ils cherchent à mettre en œuvre leurs propres réformes. Pourtant, des pays comme l'Inde ne semblent pas parvenir à reproduire les succès de la Chine. Alors, qu'est-ce qui pas l'ingrédient secret, mais qu'est-ce qui les empêche de suivre la voie de la Chine? Je ne sais pas si le point de vue que je vais exprimer est nécessairement controversé ou non, mais j'ai tendance à penser que l'un des défis de l'Inde est qu'elle est, à certains égards, devenue excessivement dépendante de l'investissement direct étranger, où les investissements étrangers arrivent, créent des entreprises en Inde, mais sans réellement transférer de technologie ou de compétences. Voilà un premier point. Je pense qu'il existe certains problèmes concernant la manière dont l'investissement étranger est intégré dans le système économique indien dans son ensemble. Le deuxième défi, selon moi, qui demeure en Inde, concerne l'infrastructure économique de base, la capacité à fournir de l'énergie, des transports et de l'information à des coûts extrêmement bas. Et à moins de pouvoir faire cela, la capacité à gérer une industrie moderne devient en réalité assez difficile, surtout en ce qui concerne la compétitivité des coûts à l'échelle mondiale pour les secteurs exposés à la concurrence internationale. Le troisième point, qui me semble représenter un certain défi, et c'est une arme à double tranchant pour un pays comme l'Inde, c'est que l'anglais est l'une des nombreuses langues enseignées en Inde. Il y a beaucoup de personnes en Inde pour qui l'anglais est, en grande partie, une langue équivalente. Pas nécessairement une langue maternelle, mais une langue première équivalente. Or, c'est fantastique du point de vue des transactions mondiales. Cela a certainement favorisé l'émergence de centres d'appel qui soutiennent les industries occidentales. Mais l'inconvénient, si l'on veut, du point de vue du développement économique de l'Inde, c'est que beaucoup des personnes les plus brillantes du pays peuvent facilement partir, étudier ailleurs, et souvent ne pas revenir en Inde. Ainsi, le fait de posséder cette compétence linguistique fondamentale est une arme à double tranchant. Elle peut aussi bien désavantager l'Inde qu'offrir des opportunités aux individus concernés.
Voilà quelques-uns des éléments qui, selon moi, posent des défis au système socio-économique indien et qu'il reste à surmonter. Je suis certain qu'il y en a beaucoup d'autres, et des personnes plus familières de l'expérience économique indienne pourraient sans doute en parler bien davantage. Mais si je devais examiner les domaines sur lesquels la Chine s'est concentrée, les infrastructures de base, la montée en compétences de la population et la disponibilité de cette population pour travailler dans les industries nationales, ce sont là deux ingrédients très importants. Et bien sûr, la manière dont le transfert de technologie et de savoir-faire s'est opéré au cours des 40 dernières années est également tout à fait déterminante. Le rôle de l'investissement direct étranger n'a pas seulement été d'exploiter une main-d'œuvre à bas coût, ce qu'il a évidemment fait, mais il a aussi conduit à la transformation de tout l'écosystème en Chine, à mesure que les entreprises apprenaient de leur exposition aux investisseurs étrangers. Comment la Chine se connecte-t-elle au reste du monde grâce à ses technologies numériques? Pendant de nombreuses années, les Chinois ont développé toutes leurs infrastructures physiques. Il y avait les grandes entreprises, elles disposaient de toutes les capacités, du savoir-faire, de la main-d'œuvre, puis elles sont parties à l'étranger pour développer cette infrastructure, de l'initiative, la ceinture et la route, à travers le monde. Mais aujourd'hui, avec le concept de la route de la soie numérique et tout ce qui l'entoure, comment la Chine utilise-t-elle cela pour développer d'autres pays, mais aussi pour réellement connecter la Chine au reste du monde? Écoutez, encore une fois, ce qui est fondamental pour la capacité de la Chine à être une nation commerçante, et elle est le principal partenaire commercial de plus de 140 pays, c'est son engagement historique, au cours des 15 dernières années, à construire des infrastructures liées au commerce, systèmes de transport, entrepôts, logistique, et ce genre de choses. Cela permet évidemment à la Chine, en tant qu'économie commerçante, de se connecter à d'autres endroits. Les bateaux peuvent circuler, les marchandises peuvent être acheminées vers les ports, etc. Le rôle de la route de la soie numérique, comme vous l'avez mentionné, consiste essentiellement à construire une couche supplémentaire au-dessus de ce substrat physique de transport et de logistique, si l'on peut dire, qui permettra aux différents endroits d'interagir avec la Chine de manière beaucoup plus efficace, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le système de circulation dépend fondamentalement de l'information, et cette information doit être collectée rapidement et facilement, stockée à moindre coût, validée à un coût minimal et bien sûr mise à disposition des participants qui en ont besoin de manière valide et accessible. D'un point de vue technique, ce que la Chine fait avec son infrastructure numérique consiste à créer des plateformes qui surmontent les problèmes historiques d'asymétrie de l'information. C'est-à-dire, lorsque différentes parties détiennent des connaissances différentes, et de synchronie ou d'asynchronie de l'information. C'est-à-dire, lorsque différentes parties accèdent à l'information à des moments différents. En permettant aux parties prenantes de disposer des mêmes informations au même moment, elles peuvent accélérer les processus qui dépendent de ces données, qu'il s'agisse de paiement, de dédouanement ou autre. Il faut aussi se rappeler que le commerce implique en réalité une multitude d'acteurs. Il y a bien sûr l'acheteur et le vendeur. Mais pour que le commerce fonctionne réellement, il y a généralement des agents d'importation, des opérateurs logistiques, des transporteurs, des gestionnaires d'entrepôts qui stockent et emballent les marchandises, ainsi que des banquiers et des assureurs. Chacun de ces intervenants a besoin de connaître certaines informations sur les cargaisons transportées dans les conteneurs. Ces informations permettent, d'une part, aux banques de libérer les paiements et d'autre part, aux douanes de dédouaner rapidement les marchandises afin que les cargaisons ne restent pas bloquées sur les quais.
Ainsi, le processus de numérisation soutient cela en permettant aux douanes, d'une certaine manière, d'avoir une alerte précoce, pour ainsi dire, de ce qui arrive. Elles peuvent consulter des informations sur les envois entrants, ce qui permet une approbation simplifiée de ces envois à leur arrivée. Et l'IA, telle qu'elle est déployée actuellement, commence à avoir un impact sur les ports. Au cours des 3 dernières années, l'utilisation de l'automatisation dans les ports chinois s'est vraiment intensifiée, avec la robotique et les systèmes de télécommunications 5G, de sorte que le cerveau du port, pour ainsi dire, peut communiquer avec tous les appareils, qu'il s'agisse des moyens de transport au sol pour déplacer les conteneurs ou des grues pour soulever les conteneurs des navires ou les charger à bord. Et le système de communication 5G permet que cela se produise. Il faut donc pouvoir déplacer beaucoup de données et il faut le faire rapidement. Ce que nous voyons actuellement, c'est la mise en œuvre de première génération de l'IA, avec des modèles de recherche approfondis qui sont réellement utilisés pour permettre le balayage rapide des données des conteneurs, afin que les douanes puissent prendre rapidement des décisions sur la conformité ou non d'un conteneur. J'ai vu des rapports suggérant que l'utilisation de l'IA pour scanner les conteneurs réduit le nombre de personnes effectuant ce travail de 3 à 1 seule. Il y a donc immédiatement un gain de productivité. Mais ça rejette le temps mysli. Alors qu'auparavant, vérifier les documents des conteneurs et contrôler leur contenu prenait beaucoup de temps. Je parle de plusieurs heures. Nous assistons aujourd'hui à une situation où le scan des codes sur les conteneurs et les emballages à l'aide de l'IA permet de confirmer le contenu et la conformité en quelques minutes. C'est une véritable transformation, car cela signifie que les marchandises continuent de circuler rapidement dans les ports. Il y aura en fait moins besoin d'infrastructures de stockage dans les ports, puisque nous faisons passer les marchandises et les envoyons là où elles doivent aller aussi vite que possible. Et cela a un impact réel sur le commerce. En accélérant ce système, nous permettons, par exemple, aux exportateurs d'envoyer plus facilement leurs produits vers la Chine. Pour les besoins de la discussion, les cerises du Chili à la Chine arrivent désormais en Chine, par exemple à l'aéroport de Xi'an, où elles sont traitées par la douane, ce qui permet littéralement de réduire les coûts de 20 à 30% grâce à la numérisation de ces processus, livrant ainsi le produit final au consommateur à un prix plus bas. Encore une fois, cela permet à cette économie à bas coût et à fort volume de continuer à se développer et d'ouvrir des marchés, d'ouvrir le marché chinois à d'autres pays qui y envoient leurs produits. La dernière chose que je mentionnerai à ce sujet, Glenn, concernant cette interaction avec d'autres pays, ou plutôt 2 choses, probablement, c'est que cela s'inscrit également en Ainsi, cette notion de conformité est également liée à la sécurité. L'un des enjeux du commerce consiste à garantir que, notamment lorsqu'il s'agit d'aliments et de produits pharmaceutiques, ce qui est échangé soit sûr et conforme aux normes en vigueur. Ces systèmes numériques sont développés pour améliorer la sécurité des chaînes d'approvisionnement, de l'expédition à la livraison à domicile, et offrir un produit plus sûr dans les 2 sens, tant pour les exportations chinoises que pour les importations en Chine. Le dernier point, que nous aborderons sans doute dans un instant, concerne l'évolution des paiements numériques, qui va également rationaliser les processus, réduire les coûts, faire gagner du temps et diminuer d'autres types de risques pour les acteurs du commerce international. Tu es en sourdine, mon ami. Désolé. Oui, je voulais aussi aborder la blockchain et la finance numérique. Mais d'abord, vous parliez du rôle de l'IA dans les ports, etc.
mais l'IA s'intègre bien sûr dans presque tous les secteurs. À ce sujet, je voulais simplement vous demander, que pensez-vous de cette course à l'IA entre les Chinois et les Américains? Parce qu'on dit que l'IA nécessite beaucoup de données et de puissance de calcul. Encore une fois, les Chinois semblent collecter énormément de données. Et j'imagine qu'il faut aussi de l'énergie bon marché, ce que les Chinois semblent avoir en abondance et qu'ils développent encore davantage. Mais qu'y a-t-il d'autre à prendre en compte? Pensez-vous que les Chinois prennent de l'avance? Ou bien, comment les Chinois peuvent-ils faire des choses comme OpenAI que les Américains ne parviennent pas à faire? Comment expliquez-vous cela? Donc, le moment DeepSeek, pour ainsi dire, a mis en lumière plusieurs aspects de cette compétition autour de l'IA ou de l'écosystème mondial du développement de l'IA. Il a notamment souligné 3 principales différences dans les approches qui se dessinent aux États-Unis et en Chine. La première différence concerne vraiment les contraintes matérielles. Les États-Unis disposent des technologies de pointe en matière de semi-conducteurs et de GPU nécessaires au fonctionnement des systèmes d'IA, alors que la Chine n'en dispose pas. Les capacités chinoises en matière de fabrication et de conception de puces sont un peu en retard par rapport à celles des États-Unis et de certains de leurs partenaires occidentaux dans ce domaine. Sur ce point, la Chine est en train de rattraper son retard. Et elle le fait de 2 manières, qui sont toutes deux très importantes, car elles montrent comment les contraintes deviennent la mère de l'invention, n'est-ce pas? Ainsi, bien qu'ils aient été limités par des restrictions matérielles, ils ont compensé cela par des avancées en matière de logiciels et d'algorithmes, ce qui permet une utilisation plus efficace d'un matériel inférieur d'un point de vue computationnel, et donc de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour un certain volume de calcul. Et bien sûr, ils ont réussi à proposer des coûts énergétiques plus bas. Ainsi, l'électrification de la Chine au cours des 20 dernières années et la mise en œuvre continue des énergies renouvelables en particulier offrent à la Chine un système électrique ou un système énergétique qui présente des rendements énergétiques très élevés par rapport à l'énergie investie. Cela se traduit par des prix extrêmement bas pour l'industrie et les ménages. Ainsi, l'énergie à faible coût compense les insuffisances matérielles grâce à des algorithmes ingénieux. Et la troisième grande différence réside dans le modèle d'exploitation lui-même. Il s'agit du modèle open source par opposition au modèle de système propriétaire. DeepSeek fait partie d'un certain nombre d'acteurs chinois de l'IA qui ont publié leurs modèles fondamentaux en open source, et pas seulement en open source pour un usage non commercial, mais en open source pour tout usage. Cela signifie que n'importe qui, n'importe où dans le monde, peut télécharger DeepSeek, une copie du modèle, et exécuter ce modèle localement, c'est-à-dire sur ses propres appareils, en stockant les données dans son propre environnement, sans aucun lien avec l'origine du modèle. Ils deviennent littéralement leur propre île d'IA grâce à une capacité développée par ces entreprises en Chine. Et en faisant cela, je pense qu'ils vont fondamentalement transformer le modèle de 2 manières. Tout d'abord, cela signifie qu'il n'existe pas de barrière profonde, pas de grands fossés, pour que les gens du monde entier puissent réellement accéder aux possibilités de l'IA. Et cela remet en cause l'approche propriétaire, dominée par les systèmes qui émanent des grandes entreprises technologiques américaines. Le modèle des grandes entreprises technologiques aux États-Unis a toujours consisté à créer de profonds fossés pour protéger la propriété intellectuelle fondamentale, permettant ainsi de générer des rentes économiques en facturant des tarifs nettement supérieurs au coût marginal. Voilà en quelque sorte le modèle occidental. Ce qui émerge de la Chine, c'est bien sûr la possibilité de télécharger ces outils et de les faire fonctionner localement.
Vous pouvez faire fonctionner un modèle DeepSeek complet sur du matériel qui, une fois assemblé, coûterait environ 6 000 à 8 000 dollars. Les barrières sont donc désormais très, très faibles. Cela signifie aussi, et c'est la deuxième dimension du changement de modèle, que la valeur pour les entreprises viendra du développement d'applications qui tirent parti de ces capacités fondamentales. Au lieu d'essayer de créer de profonds fossés et des opportunités à forte marge et à fort chiffre d'affaires autour des modèles de base, le modèle chinois dit essentiellement que les éléments fondamentaux sont là. Tout le monde peut les utiliser. Maintenant, allez-y et développez des applications qui exploitent cette capacité. Et nous allons assister, je pense, à une explosion dans ce que j'appellerais de façon générale le monde en aval du développement d'applications, car c'est là que l'on obtient les meilleurs rendements. C'est donc dans cette direction que je pense que cela se dirige. La Chine va bénéficier de certains avantages en matière de coûts énergétiques. Elle connaît actuellement quelques désavantages concernant les microprocesseurs, mais je soupçonne que l'écart se réduit. En fait, les preuves montrent qu'il existe une confiance discrète selon laquelle la Chine a surmonté la tempête et ne va fondamentalement rencontrer aucun obstacle sur ce plan. Nous le voyons dans les dernières réactions aux autorisations de l'administration Trump permettant à NVIDIA d'exporter des puces H20 fabriquées spécifiquement pour la Chine, les puces H20. Et les Chinois disent vraiment « nous n'en voulons pas » et ils le montrent en augmentant les prix. Il existe certains doutes concernant des portes dérobées et des questions de sécurité autour de ces puces, ce qui est ironique bien sûr, car c'était précisément le plan de jeu ou la stratégie que les États-Unis ont utilisé vis-à-vis de la technologie chinoise au cours des 10 dernières années. Donc, je pense qu'il y a une confiance discrète dans le monde réglementaire chinois, le monde politique et l'industrie technologique, que les capacités nationales de la Chine sont à la hauteur pour faire face à toutes les contraintes qui se présentent. Et vous savez, ils continuent leur chemin. Cela m'amène parfaitement à la dernière question, qui porte sur la blockchain et la finance numérique, notamment sur la manière dont le yuan numérique ne transforme pas seulement la Chine, mais aussi les transactions internationales. Comment percevez-vous cette évolution? Je vais d'abord aborder la question de la blockchain. En partie parce que, comme vous l'avez mentionné, j'ai écrit le livre sur ce sujet. Enfin, je suppose qu'on pourrait l'appeler « Les blockchains à la chinoise ». Le livre a vraiment commencé comme une réponse à ce qui me semblait être un paradoxe. La blockchain, en tant que technologie, est apparue en 2008 à la suite du livre blanc de Satoshi Nakamoto. Elle était accompagnée d'une sorte d'éthique politique très libertaire, décentralisée, du genre défier l'autorité. Et pourtant, un pays comme la Chine a fini par adopter les technologies blockchain. D'une certaine manière, on pourrait penser que ce serait le dernier endroit à adopter ce type de technologie. Et pourtant, la Chine l'avait opté, au point qu'en 2019, le président Xi Jinping a décrit la blockchain comme l'une des 5 technologies clés que la Chine devait développer dans le cadre de sa stratégie de numérisation en cours. Ainsi, la blockchain à la chinoise présente certaines dimensions intéressantes. L'une d'elles est que l'objectif des registres distribués, ou blockchain, est d'assurer l'intégrité de l'information. C'est en fait le moteur fondamental de l'approche des blockchains, s'attaquer aux problèmes de fraude informationnelle. On le constate dans la manière dont les blockchains ont été utilisés pour gérer des registres qui suivent l'émission de reçus, utilisés pour les déclarations fiscales. Il existait depuis longtemps un marché de faux reçus frauduleux, les fapiao, comme on les appelle en chinois.
receipts, fapiao, as they're called in Chinese. So blockchain is now used to issue. Ainsi, la blockchain est désormais utilisée pour émettre des fapiao afin d'éviter toute fraude. La blockchain est également utilisée depuis 2017 dans l'industrie des titres adossés à des actifs en Chine. Peu de choses ont été écrites à ce sujet, mais des milliers de produits de titres adossés à des actifs ont été émis sur des réseaux blockchain, là encore pour lutter contre la circulation et l'échange de titres frauduleux. L'application dans les chaînes d'approvisionnement me semble être celle où l'on commence à observer une véritable montée en puissance. Et les réseaux blockchain utilisés à cette fin sont assez variés. Des chaînes de consortiums privés, où les parties prenantes concernées se réunissent pour gérer une infrastructure commune, jusqu'à certains usages de grandes chaînes publiques. Et ça veut rubrique, aussi dans les domaines tels que suivi d'une émission des connaissements, entre autres. Ainsi, un connaissement est le document clé nécessaire pour permettre le commerce transfrontalier. Sans lui, un conteneur ne monte pas à bord d'un navire. Le connaissement est donc central pour tout. L'assurance, les paiements, l'embarquement sur un navire, le dédouanement, etc. Rationaliser l'ensemble de ce processus autour de cette information particulière est crucial, surtout lorsqu'on travaille dans le transport de nombreux conteneurs. Les blockchains sont également utilisés à cet égard. L'engagement envers la blockchain est assez important, Glenn. Les différentes autorités se sont engagées à développer des infrastructures de recherche, de développement et de formation. Ainsi, la création de cet écosystème d'humains formés pour accomplir diverses tâches, avec Pékin visant la formation d'un demi-million de personnes compétentes en blockchain d'ici la fin de cette décennie. Et il ne s'agit pas seulement de codeurs capables d'écrire des logiciels, mais aussi de personnes impliquées dans la régulation juridique des registres distribués, jusqu'à celles qui peuvent concevoir des systèmes de gouvernance, etc., etc. Donc tout cet effort d'écosystème. Voilà pour la partie sur le suivi de l'information. Ce que la Chine a fait, c'est interdire l'utilisation des blockchains pour les crypto-monnaies, ce qui nous amène aux monnaies. Comme vous le savez, la Chine a mis en place un essai du yuan numérique, le RMB numérique ou les RMB, peu importe comment on l'appelle. Et il s'agit d'une monnaie numérique de banque centrale. It is a central bank digital currency. It isn't run on a public blockchain network. Il ne fonctionne pas sur un réseau blockchain public, mais il est basé sur une sorte de registre distribué, ce qui signifie que plusieurs ordinateurs participent au maintien de l'intégrité des enregistrements. Ce projet de yuan numérique a commencé en 2013 ou 2014, dans le sillage de la crise financière mondiale. À l'époque, il existait déjà certaines inquiétudes quant à la possible utilisation du dollar comme arme. Cela est devenu particulièrement pertinent à la suite des réactions de l'Occident face à la Russie en Crimée et en Géorgie. Ce contexte a donc donné une impulsion catalytique à la Chine pour qu'elle commence à réfléchir davantage à ce sujet. Mais il y avait aussi des préoccupations plus banales, comme le fait que SWIFT coûtait une fortune. SWIFT was costing a fortune. SWIFT was incredibly slow. SWIFT était incroyablement lent et il y avait une volonté d'explorer des moyens d'obtenir des systèmes plus rapides et moins coûteux, sans trop de considérations géopolitiques. 10 ans plus tard, bien sûr, nous sommes dans un environnement géopolitique beaucoup plus intense. Cette technologie et les enseignements tirés de cette période de R&D, puis des essais sur le terrain, donc elle est actuellement en phase d'essai, et cela va probablement durer encore 5 ans. Des dizaines de millions d'utilisateurs, de très nombreux cas d'usage, mais elle n'a pas encore été officiellement lancée. Même si Glenn, elle est désormais comptabilisée comme faisant partie de la base monétaire. Ainsi, le déploiement du RMB numérique fait désormais partie intégrante de la politique monétaire. Ce n'est pas une question technologique, c'est une question de politique monétaire.
Donc, lorsque les gens réfléchissent au taux d'adoption et à la quantité de RMB numérique en circulation dans le système économique chinois, certains diront « Eh bien, vous savez, ce n'est pas grand-chose comparé au système dans son ensemble. » Eh bien, ce n'est pas censé l'être, car tant qu'ils n'auront pas retiré de la liquidité du système pour la remplacer par du RMB numérique, cela ne fera que s'écouler progressivement. Sinon, cela créerait des instabilités dans le système financier dans son ensemble. Voilà donc ce que fait le RMB numérique. C'est principalement un instrument domestique. Plusieurs essais ont été menés pour des transactions transfrontalières et il est probable qu'il élargira son rôle en tant qu'instrument de paiement transfrontalier qui s'associera aux données de la chaîne d'approvisionnement soutenue par la blockchain. Alors, souvenez-vous de cette idée selon laquelle les biens circulent dans un sens, l'argent dans l'autre, et que ces deux mouvements sont reliés par l'information. Eh bien, c'est vraiment ainsi que le système est conçu pour fonctionner. Et puis, bien sûr, il y a eu des développements récents dans le domaine des stablecoins, notamment à Hong Kong, avec une approche visant à créer des stablecoins adossés ou indexés au RMB, en partie en réponse au Genius Act aux États-Unis, mais aussi, je pense, comme une innovation politique d'origine locale, cherchant à explorer les possibilités des technologies financières de pointe. Voilà donc en gros où nous en sommes actuellement. On a l'impression que la Chine a un peu plus d'opportunités d'expérimenter que, par exemple, les Américains, étant donné que la Chine s'est développée très rapidement et que les États-Unis ont développé de nombreux intérêts puissants dans le statu quo. On observe la même chose dans le domaine militaire. Si vous possédez certaines armes auxquelles des personnes ont intérêt à conserver, eh bien, la Chine, en sautant certaines de ces technologies, semble avoir un peu plus de flexibilité pour expérimenter. Parce que dans l'industrie financière américaine, il y a tellement d'intérêts puissants qu'on serait très prudent avant de perturber quoi que ce soit, je pense, avec ces technologies. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais je pense que cela devient souvent plus difficile. C'est une excellente remarque, en fait, Glenn. La maturité des systèmes en place est en réalité leur plus grand ennemi, car les élites en place, qui tirent profit des systèmes, institutions et technologies dominants, s'efforcent de ralentir le changement. Et lorsque le changement finit par arriver, elles ont travaillé d'arrache-pied pour façonner ce changement, de manière à en tirer un bénéfice direct, ou au minimum, à consolider leur position avec des avantages à plus long terme. Je pense que c'est exactement ce qui se passe avec le Genius Act. Il profite principalement aux institutions financières établies aux États-Unis, tout en introduisant toute une série d'instabilités, tant nationales que mondiales. La Chine, en revanche, se montre beaucoup plus prudente dans la manière dont elle autorise la création de ces instruments d'un point de vue réglementaire. On assiste donc à de l'innovation sous d'autres formes, et c'est peut-être l'une de ces situations dialectiques où les contraintes dans un domaine catalysent une énergie plus innovante dans d'autres domaines. Et je pense qu'on observe cela très fréquemment dans l'environnement chinois. Eh bien, Warwick, je vous ai déjà retenu trop longtemps, alors merci beaucoup. Ce sont des questions complexes, mais il est très important de comprendre les forces motrices derrière ces grands changements de pouvoir que vous observez. Donc oui, encore merci. Un vrai plaisir, Glenn.